Pour moi, l'école, c'était vraiment de l'esclavage, tu vois. Ma mère m'a fait un cadeau quand j'avais 18 ans, elle m'a emmené à New York. Et j'ai eu un déclic. Quand tu vois cette ville, tu te dis putain, mais en fait, il y a ça qui existe. Je pense que c'est, tu sais, quand t'es rejeté étant gamin, tu dis je vais vous prouver que je peux faire des grandes choses. Et comme je dis souvent, la star du lycée, c'est les losers d'aujourd'hui, tu vois. Ça, c'est vrai, ça. Et les victimes du lycée ou du collège, c'est ceux qui finalement ont une vengeance sur la vie et en font quelque chose derrière. Pourquoi j'ai échoué mes 2 premiers e-commerce? Parce que la motivation première, c'était l'argent. Et ça m'animait pas, en fait. Il y a des phases où ça ira pas, il y a des phases où ça ira bien, il y a des phases où ça ira extrêmement bien, et il y a des phases où ça ira pas du tout. Et en fait, il y a un certain équilibre qui se crée au fil du temps et il faut l'accepter. Et même quand on entreprend, en fait, c'est pas linéaire, quoi. Bonjour à tous, bienvenue sur One Ambition, le podcast qui remet l'humain au centre de l'histoire. Ici, on est convaincu que derrière chaque réussite, il y a toujours un homme ou une femme avec ses doutes, ses épreuves, ses choix et sa façon de voir le monde. Le podcast One Ambition explore le parcours humain, au-delà du métier, au-delà du statut ou des apparences. Si ce message te parle, pense à t'abonner, à liker et à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça peut sembler anodin, mais c'est précieux pour nous. Cela nous aide vraiment à faire rayonner ces témoignages et à inspirer encore plus de monde à croire en ces projets. Merci pour ton écoute et maintenant, place à l'épisode. Bienvenue à tous, bienvenue à Quentin. Salut. Ça me fait super plaisir de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ok, Quentin Chapeau, 33 ans, investisseur en crypto principalement et formateur aussi en investissement en crypto-monnaie avec une méthode long terme. Plaisir d'être avec toi, Nico, puisque Nico est membre de Réussir en crypto. C'est ça. On accompagne à ce jour plus de 5400 investisseurs à réussir ce cycle en crypto-monnaie et les suivants. Et voilà, c'est pour faire bref, puisqu'il y a eu plein d'autres expériences avant, mais voilà qui je suis aujourd'hui, quoi. Eh ben, on va revenir de toute manière sur ton parcours. Effectivement, comme tu le disais, on s'est connus grâce à ta formation. Et voilà, ça m'a inspiré de l'avoir dans le podcast parce que Quentin, il dégage vraiment des valeurs humaines et c'est ça que j'ai envie de partager avec toi. Et aujourd'hui, au-delà de l'entrepreneur Quentin, au-delà de l'investisseur crypto, en fait, j'ai envie de connaître vraiment qui est Quentin Chapeau, Okay. L'homme, l'humain derrière tout ça. Donc, déjà pour commencer, si on remontait un petit peu à ton enfance, qu'est-ce qu'on verrait derrière le jeune Quentin? On verrait Déjà, tu vivais où, tout ça? Je vivais au nord de Lyon, dans le Beaujolais, en France. Une famille normale, des parents extraordinaires, Okay. fils unique, un peu isolé, autonome très tôt. Comment dire, un peu un manque d'amour, quoi. Ok. Voilà, j'ai subi pas mal de rejets étant gamin à l'école, dans l'équipe de basket. J'étais toujours un peu mis à part, repoussé parce que je voyais les choses un peu différemment. Ok. Ça m'a tout de suite mis en décalage avec tout le monde. Donc, Ok. moi, ce qui m'a forgé, c'est que la société me faisait peur. Tout ce qui était collectif me faisait peur et je le Ok. fuyais. Et en fait, je regardais ce que faisait la masse et je faisais un demi-tour et je partais en courant à l'opposé. Très timide, non? T'étais quand Très même plutôt timide, réservé. j'étais moqué, j'étais pas à mon avantage, j'étais un peu fort quand j'étais gamin. Ok. Et je me sentais pas du tout à ma place en groupe. Ah ouais? Ouais. Et donc ça a été une enfance pas catastrophique, mais disons que j'aimais pas l'école, je pleurais tous les matins quand j'y allais. J'étais pas dans ma bulle, quoi. J'étais Beaucoup de pas moqueries? un peu. Ouais. Un peu pas d'extrême, tu vois, j'ai pas une enfance traumatisante non plus, mais quand même ça a suffi pour me forger une vision, un état d'esprit qui me dit fais pas comme tout le monde, quoi. Tu te souviens d'un moment vraiment, parce qu'en général, ça commence toujours par un événement marquant, d'un moment dans ton enfance où tu as vécu quelque chose de fort qui a construit l'homme que tu es Moi, j'étais déjà? un peu bullied par un mec, un certain Sylvain, quand j'étais gamin, un peu tous les jours, j'arrivais un peu stressé, je me coiffais un peu comme je pouvais, et puis tous les matins il me décoiffait, ça me frustrait, Ah ouais. j'arrivais en cours pas content, tu vois. Je devais avoir, je sais pas, 7-8 ans. Ok. Je me rappelle de ça qui m'a un peu martyrisé, bon, tu vois, les trucs de gosse. Et non, il y a, à l'adolescence, j'étais vraiment en décalage, déjà dans mon équipe de basket, j'étais pas le bienvenu. Pendant 4 ans, j'ai essayé de m'intégrer dans cette équipe, et vu que j'étais pas du village, j'étais pas fils de vigneron comme tout le monde, Ouais. j'étais pas le bienvenu, donc je me sentais à l'écart. Puis après, c'était différent. Quand j'étais ado, je voulais arrêter l'école. Un peu plus tard, je voulais commencer à faire les choses différemment, partir à l'étranger, entreprendre, etc. Et Ok. du coup, je voulais tirer tout le monde avec moi, Ouais. à dire à tout le monde, regardez, il y a plein de trucs possibles dans la vie. On peut Ok. entreprendre, on peut investir, on peut s'enrichir, on peut sortir de la matrice. Et en fait, ça a créé un gap. Ok. Mes amis se sont m'ont un peu mis à distance parce que Ok. si tu veux, ça bousculait leurs croyances. Ouais, J'aimais c'est pas ça. ça et du coup, j'ai toujours eu un peu de finalement jusqu'à ce que j'arrive à Bali, j'ai toujours été un peu mis à l'écart. Ok. Mais t'avais des parents salariés ou déjà Non, entrepreneurs? alors ma mère, elle a travaillé quand je suis né. Ok. Ma mère, c'est une artiste peintre hyper démerdarde qui sait tout faire. Elle a retapé toutes nos maisons, Ok. le caveau-grenier plusieurs fois. Ok. Et mon père, il est maître d'œuvre en bâtiment Ok. et profession libérale et il a investi tôt dans l'immobilier il y a 40 ans D'accord. à une échelle modérée, tu vois, on roulait pas sur l'or.
Mais du coup, il pensait aussi un petit peu différemment de la masse. Donc, si tu vois, j'ai des Il y avait parents déjà une fibre un peu entrepreneuriale, quoi. Et franchement, je pense que j'ai eu des parents extraordinaires. Il y a pas eu trop d'amour, tu vois, j'ai jamais eu de je t'aime, il y a jamais eu de câlin, mais par contre, ils assuraient. Ah ouais. Donc ouais, je leur dois beaucoup. Mais ce qui est marrant, c'est que tu parles du fait que tu t'as fait des sport co et pourtant que t'aimais pas la masse. Enfin, tu vois, il y a un Parce paradoxe. que quand t'es gamin, t'as envie d'être aimé, t'as essayé Ouais, d'intégrer, bien sûr. tu vois, et Moi, je connais paradoxalement, quand t'es rejeté, t'essaies d'être encore plus accepté, et t'es encore plus rejeté. Ah mais Tu vois j'en parle dans les podcasts. Hein. Moi, ma maladie, j'ai passé mon temps, mon enfance à vouloir être aimé des gens parce que Ouais. en fait, t'es différent. Ouais. Et en fait, plus t'es différent, plus tu cherches à être aimé, moins t'es aimé finalement, et plus Ouais. t'es rejeté. Enfin, Parce c'est que ouf, moi, quoi. t'es naturel. Ouais, moins t'es naturel, c'est ça. Et est-ce que tu te souviens entre 8 et 12 ans à peu près de quoi tu rêvais? Bonne question. Chaque étant gamin, je voulais être dresseur de dauphin. Tu parles d'une passion. C'est ça, c'est Tu sais, il y a le truc vraiment à l'opposé de ce que tout le monde fait, quoi. dresseur de dauphin. Ouais, je sais pas d'où c'est sorti, je c'est pense la après première- Marineland. Non, très tôt, j'ai voulu... En fait, voyant mon père investir, je me suis vu très tôt faire l'architecture. Ok. Parce que mon père était dans l'archi, puis ma mère aussi. Ma mère, elle a un goût pour la déco. En fait, elle a fait les beaux-arts, donc elle a beaucoup de goût. Ouais. Et ça m'a inspiré très tôt. J'ai commencé à dessiner des crobards de maison, et je pense que très tôt, j'ai voulu faire de l'archi et investir à l'étranger. Ok. Mm. Et c'est quoi le déclic où vraiment tu t'es senti et là tu dis je suis vraiment différent des gens. Il y a vraiment quelque chose qui va pas. Ça, c'est une bonne question. Je sais pas s'il y a eu un élément marqueur. Ou vraiment t'as pas un moment en toi où tu t'es dit mais là je vais pas pouvoir suivre la masse en fait tellement c'est pas aligné en fait à moi quoi. Parce que finalement visiblement de ce que tu dis c'est que tu te sens déjà très vite différent des autres en fait dans ta manière de penser. Mais je pense que c'est juste, tu vois, mes parents m'ont donné une éducation où c'était pas la culture de la médiocrité à la maison, tu vois. On était une classe moyenne, mais on a le goût des belles choses, on sait faire la différence entre quelque chose qui est de mauvais genre ou quelque chose qui a du style, tu vois. Ouais. Et en fait, dès l'école, je me sentais pas dans mon environnement parce que j'ai l'impression que on nous nivelait par le bas. Ah bah c'est clair. Et je pense que le décalage, il s'est creusé au fil du temps. Il n'y a pas eu spécifiquement, je crois, un élément marqueur, je me rappelle pas. Même à l'adolescence. Plus tard, vraiment plus tard après l'adolescence, il y a des éléments qui sont passés où je me suis dit, putain, faut que je me barre. C'est vrai. Bah ouais. Et rapidement, ouais. Bah, disons que, en fait, pour tout te dire, jusqu'à la licence, j'ai détesté l'école. Ah ouais, je suis carrément. forcé à aller plus loin pour. Et tu y allais pourquoi? Par rapport à tes parents? Parce que je savais pas quoi faire. Ah ouais, carrément. Quoi faire. Je voulais arrêter l'école à 16 ans. Ma mère m'a dit, et un bac au moins. Ok, j'ai fait un bac STI génie électronique, tu vois, parce que j'aimais pas l'école. Et après, je savais pas quoi faire, donc j'ai fait une alternance en maîtrise d'œuvre pour être avec mon père, pour bosser avec lui. Ok. T'as bossé longtemps avec lui? J'ai bossé 3 ans en alternance et 5 ans en freelance. Après. Ok. Et tu vois, pareil, j'aimais toujours pas l'école à ce moment-là. Et arrivé en licence, enfin, j'ai un truc qui me plaît. C'était promoteur immobilier, ma licence. D'accord. Il y avait des trucs enfin concrets. Il y avait des profs qui étaient super intéressants. J'avais avec moi un directeur co de L'Oréal. Il m'appelait Viveldop parce que j'avais les cheveux comme ça. Et il m'a fait aimer le management, ce mec. Ok. Et du coup, ça m'a donné envie d'aller plus loin. Et c'est à partir de là où vraiment j'ai eu un déclic de putain, il peut y avoir des trucs concrets dans ma vie. Et c'est plus juste du flou, de la théorie, de l'école, des trucs qui servent à rien. Parce que pour moi, l'école, c'était vraiment de l'esclavage, tu vois. C'est l'emprisonnement. T'étais encore en alternance à ce moment-là ou pas? Ouais, j'étais en alternance en licence. Ok. Ouais. Et en fait, le fait de voir que je pouvais construire des choses, ça donnait un peu de clarté à ma vision et ça m'aidait un peu à conceptualiser ce que je pouvais faire de ma vie, quoi. Et jusque-là, j'étais dans le flou total. Ok. Et ça, à aucun moment, enfin, je veux dire, tu parlais de Bali à ce moment-là, quoi. Pas encore. En fait, ma mère m'a fait un cadeau quand j'avais 18 ans, elle m'a emmené à New York. Ok. Et putain, j'ai eu un déclic. Parce qu'avant, j'étais vraiment le cutéreux, tu vois, de ma campagne et je Pas voyais envie de bouger de France. Bah, je voyais que ma campagne. Ouais. Et en fait, quand tu vois cette ville, tu te dis putain, mais en fait, il y a ça qui existe. Qu'est-ce que je fais dans le Beaujolais? Ah ouais, carrément. Et ouais, et en fait, la mission après ça, c'était je voulais partir à l'étranger. Donc, j'ai pas pu y aller tout de suite. Après la licence, je fais un master en entrepreneuriat et à la fin du master 1, je trouve un stage à New York. Je monte à l'ambassade à Paris pour le visa et le mec me refuse le visa. Ah ouais? Face à face à l'ambassade à Paris. Pourquoi? Parce que il a vu le truc. En gros, il fallait demander à l'époque un visa de touriste de 6 mois pour pouvoir aller faire un stage parce que tu pouvais pas avoir un visa de travail parce qu'il voulait pas te le payer, etc. Le mec a senti le truc, il me l'a refusé. Donc un peu les boules. Du coup, je fais un stage à Lyon. Frustré. Lyon, New York, ouais, effectivement. Bon, ça va, j'ai fait un truc sympa. J'ai aidé une nana qui faisait du tourisme de luxe à développer sa boîte. Ok. Et j'ai dit, c'est mort, je peux pas rester sur cet échec. Donc après, je suis parti faire mon tour du monde en sac à dos pendant 8 mois. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 21 ans. Ok. Je fais 4 mois en Australie où je fais le ménage, je nettoie les halls d'immeubles et les jardins. Je me fais chier dessus par les habitants des halls d'immeubles qui sont exécrables, les Australiens. Ah ouais? À ce point-là? Plus jamais.
Ah ouais. Genre, ah ouais, 4 c'est mois marrant, c'est pas l'image que 4 j'aurais mois de être le larbin à se faire cracher dessus par les locaux. Ok. Et au bout d'un moment donné, mon meilleur pote avec qui j'étais là-bas, il trouvait pas de boulot. On a dit vas-y, on se casse, on va faire l'Asie. Donc là, on a fait 4 mois d'Asie en sac à dos. Ok. Et Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Hong Kong, Chine, Japon, Inde sur le même trip. Ok. Incroyable. En 4 mois. 4 mois de plus. Ouais, sport. Et donc après ça, tu peux pas revenir à la réalité. Ah bah tu Je m'étonnes. reviens en France. Je reviens en France. Je me dis, je vais postuler à la Sorbonne pour un M2. Je me fais refuser. Ok. Du coup, un an de plus à faire des plans en archi. Donc là, tu rebosses avec ton père ou pas? Ouais, en freelance. Ok. Je le faisais encore à distance en plus du ménage pour avoir de quoi vivre. Ah ouais, Et d'accord. j'ai ok. toujours bossé en parallèle de mes études pour avoir de quoi vivre. Ok. Et j'arrive au milieu de l'année suivante, je vois EM Grenoble, master spécialisé entrepreneur, diplôme numéro 1 en Europe, labellisé HEC, machin et tout. Je dis, c'est pour moi, Banco. j'y vais. J'arrive là-bas, ils me disent, mais monsieur, il faut un master 2. J'ai rien à foutre. J'ai qu'un master 1, mais vous allez me prendre. J'étais le premier à me présenter, je dis, vous allez me prendre parce que je suis vraiment le profil. Et donc, ils m'ont pris par dérogation. Et l'année après, j'ai tout défoncé. Ok. J'ai gagné Startup Weekend, j'ai fini major de promo, j'ai sauvé une boîte de 400 salariés avec le concours BDO SES Business. Et pendant cette année-là, cool. on accompagnait les startups dans les problématiques réelles, tu vois. Ok. Donc j'ai appris énormément. Je me suis fait un réseau et à la fin de cette année-là, enfin, pour valider ce diplôme, il fallait un stage ou un job de 4 mois minimum. Et j'ai trouvé un job à Bali. Et c'est comme ça que j'ai découvert Bali, tu vois, en 2016. Ok. Et depuis, c'était une évidence en fait. J'arrive à Bali, j'ai un stage de merde où on développait les sites de code promo. Ok. Je fais mon temps et puis dès que je peux, je me barre et je reste un peu plus et je fais ma thèse de là-bas. Puis là-bas, je rencontre des entrepreneurs. Digital nomade, c'était mentalité, quoi. Voilà, c'était le début de la trend. Je me dis putain, il y a un monde où les gens sont comme moi. Ouais. Ouais, tu te sens vraiment enfin. Parce que même dans ma promo diplôme numéro 1 en Europe entrepreneuriat, sur 52, je suis le seul à avoir fini entrepreneur. Ah ouais? Ils ont tous fini consultant à la défense pour Ernst & Young ou tu vois. Ok. Et donc je me dis putain, il y a un monde qui existe qui me ressemble. Digital nomade, ça me parle. Je rencontre une fille à l'India, elle a 19 ans. Ok. Elle fait 100 000 nets par mois avec le dropshipping. Ok. Je dis c'est quoi ce bordel? Moi aussi je veux faire ça. Tu m'étonnes. Donc j'ai un pote de l'époque, il voit son site, il le copie-colle en français. Ok. Il lance son truc, il fait 800 000 en 6 mois de CA. Je dis ok, il y a un truc à faire. Mon stagiaire de l'époque, Étienne Mimi, que certains peuvent connaître, pareil, lance son site, il fait 2,4 millions en une année de CA, il lance la première formation francophone en dropshipping, ça s'appelle Comme Millionnaire. Ok. Puis en parallèle, moi je lance mon truc, et c'est comme ça que je débute l'entrepreneuriat, tu vois. Et ça marche? T'as essayé de faire J'ai eu un dropshipping pendant 8 mois. Parce que tu t'en avais parlé, ouais, je crois, il me semble. Ça a été compliqué, hein. Pendant 6 mois, je fais 0. Le 7e mois, je fais 130 000. Ah ouais? De chiffres. Et le mois suivant, 0. Ouais, c'était le mois de Noël, ça allait bien. Et puis, dropshipping, la réalité, c'est que tu fais quasiment 0 de marge. Ouais, tu fais très peu de marge. Bah, nous, on en fait aussi. Hein. Une fois que tu as payé la TVA et tout, il te reste même pas 10%. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Et encore en France, peut-être 5%. Donc ça m'a dégoûté, j'ai stoppé. J'ai refait l'architecture. Et 1 an et demi de vide, dépression, à me chercher et tout. Parce que là, t'étais toujours à Bali quand même. Et non, j'étais de retour. Enfin, j'ai commencé à Bali. Enfin, je me suis formé à Bali. J'ai lancé ça en revenant en France. Ok. Et ça, là, le e-commerce, c'était avec un pote, non, c'est ça? Au début, j'ai commencé seul. Ok. Et après, j'ai fait rentrer un pote parce que c'est tout seul, franchement, tout arraché. C'est raide. Bah, tenir le site, trouver les produits, le media buy. buy. Je suis complètement d'accord. Non, c'est un truc de ouf. Avec Kevin, on est deux. Et en fait, heureusement qu'on est deux. Mais pour tout, hein. Ouais. Moi, je dis l'association, c'est ultra puissant. Il y en a toujours un qui maintient le gars parce que tout seul, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Puis, en fait, c'est toujours plus fun de partager. Quand t'as ouais, aussi. Puis le but, c'est le partage. Hein. Ouais. En vrai, c'est ça. Hein. Ouais. Bah, tu vois, toutes mes boîtes, j'étais associé, c'est toujours bien passé. Ah ouais? Bah, là, j'ai eu 1 an et demi de vide. Après, je me fais approcher. Il y avait une boîte, c'était un marketing de réseau qui s'appelait Stand Up. Et puis moi, le MLM, franchement, j'étais allergique. Jamais de la vie. Et en fait, leur projet était intéressant. Il y a donc un certain Thierry qui m'approche, qui me dit, écoute, j'ai un projet, je veux uberiser le modèle. Je voudrais qu'on crée un système d'acquisition e-com pour attribuer des prospects à nos membres avec un algo qui permette de noter les représentants. Et bref, faire un système un peu hybride. Je dis, ok, stylé, on peut faire une vraie startup tech. On y va. Pendant 1 an et demi, on se bute avec Thierry pour développer le pôle e-com de cette boîte. Okay. Qui on était prestataires associés. Et en fait, le patron, il a été droit dans le mur. Il a fait n'importe quoi avec la trésorerie, toujours à la ramasse. Il fallait faire la promo tous les mois. Il coûtait aucune de mes recos. En bout d'1 an et demi, il me devait 60 000 euros. Et mes cryptos atteignaient un chiffre suffisant. Je dis, allez, démerdez-vous. Ah, parce qu'en parallèle, on en parlera après. Mais je dis, démerdez-vous. Je quitte le navire. 2 mois après, la boîte, elle a coulé. Ah ouais. Avec 2 millions de dettes et tout le monde s'est retrouvé le bec dans l'eau. Donc tu t'es assis sur tes 60 000. Ouais, j'ai pas le choix. Mais en même temps, je dis vas-y, ça me bouffait tellement, je dormais pas.
On avait Donc une là, équipe ouais, de tu me disais- développeurs en Inde qui codaient avec les pieds. On n'avait pas les moyens de nos ambitions. Avec Thierry, on se tuait à la tâche. Lui, il perdait sa santé et tout. Je dis non, c'est pas possible. Donc ça, t'étais revenu en France, c'est ça, hein? Ouais, j'étais à Annecy à ce moment-là. Annecy? Mm. Et par rapport à tout ça, cette détermination, tu penses que ça vient d'où quand même? Parce que là, depuis tout à l'heure, tu nous parles qu'à chaque fois tu rebondis tout ça, mais ça vient d'où, tu penses, cette déter? Je pense que c'est, tu sais, quand t'es rejeté étant gamin, tu dis, je vais vous prouver que je peux faire des grandes choses. Et comme je dis souvent, en fait, la star du lycée, c'est les losers d'aujourd'hui, tu vois. Et grave, ça c'est vrai ça. Et les victimes du lycée ou du collège, c'est ceux qui finalement ont une vengeance sur la vie et en font quelque chose derrière. Là, ils ont une niaque. Ils ont une niaque, quand tout réussit, en fait, finalement, tu l'as pas cette niaque. Ouais. C'est un peu ce que Anthony Bourbon, il partage souvent. Hein. Ouais. C'est que tant que t'as pas cette niaque, en fait, tu y arrives pas. Alors, t'as du mal, quoi. disons que le drive, il est différent chez chacun, ce qu'on appelle, ce que j'appelle Oui, le pourquoi, tu why, vois. le why. Et ça, c'est hyper important de mettre l'accent là-dessus. Mais C'était ma prochaine question, justement. on va y venir, mais c'est pas forcément une vengeance. Justement, c'est pas forcément la meilleure motivation, la vengeance. Mais disons que il y a un driver ancré en chacun et il faut le trouver. Ouais, j'appelle pas ça comme tu dis une vengeance. C'est pas une vengeance envers soi-même en fait, mais c'est Une revanche. Si tu ouais, veux. t'es une revanche en fait. T'as envie de te prouver à toi-même en fait, même pas forcément aux autres. Enfin, moi je sais qu'aujourd'hui c'est Les plus deux. par rapport aux autres. Tu te prouves au début, la motivation c'est envers les autres. Ouais. Puis après c'est envers toi. Et en fait, justement, si tu veux basculer sur le why, le moment où tu comprends que le but de ta vie c'est d'aider les autres à faire quelque chose, c'est comme ça que tu t'épanouis et pas juste t'aider toi et toi faire un truc pour toi. C'est là où tu commences à t'épanouir, où tu trouves le sens de la vie et où tu fais un truc qui t'anime. Tant que t'es tourné vers toi-même, en fait, tu vas rester dans ton petit coin et rien va se passer. Je suis complètement d'accord. Dès que t'as compris quel était ton don, qu'est-ce que tu devais apporter au monde de spécial, c'est là où tu fleuris. C'est quoi ta plus-value en fait? C'est ta zone de génie. Ouais. Alors il y a ta zone de génie, mais c'est encore plus profond. Pourquoi? Parce que ta zone de génie, ça va être vraiment tourner autour de tes talents, c'est plutôt tes comment. Oui, t'as raison. Ton pourquoi, c'est quelle est vraiment la raison ancrée qui t'a fait souffrir toi, que t'as envie de faire éviter aux autres. Ouais, puis en fait, c'est de cette faiblesse en faire une force motrice qui est ultra profonde, quoi. Ouais. Et toi, du coup, c'est quoi ton why, justement? Moi, mon pourquoi, c'est d'aider les autres comment déjà? à construire leur liberté. Alors, comment je l'ai trouvé? Déjà, pendant 10 ans, j'étais perdu total. J'essayais plein de trucs. 10 ans quand même? Bah ouais, parce que entre, tu vois, les cours, les deux e-com, l'architecture, j'arrivais pas à me trouver, quoi. Et puis, il me semble que c'est en parallèle de quand j'ai quitté stand-up. Vu que j'avais du temps pour moi, si tu veux. Ouais. J'ai juste fait ce que j'ai envie de faire. Donc, j'ai aidé les autres à comprendre l'investissement, l'entrepreneuriat, le perso, à commencer à voir plus grand. Puis, je me suis rappelé quelque chose parce que quand j'avais 18 ans, j'ai un ami dont le père avait une super boîte tech. Et à 18 ans, ou j'avais 19 ans peut-être, il me fait un cadeau. Il m'envoie la vidéo TEDx de Simon Sinek. Ok. Start with Why. Et ok, je trouve le truc intéressant, mais il a fallu un moment pour que ça mûrisse et que ça s'intègre, ouais, tu vois. Puis tu vois, peut-être 8-10 ans plus tard, je trouve le bouquin Find Your Why. Donc c'est pas le premier bouquin, c'est le deuxième, où t'as l'exo complet. Enfin concret, je veux dire, pour y arriver à le trouver. Ok. Je dis vas-y, j'essaye. Donc je fais l'exercice et je commence à formuler un truc qui commence à faire du sens. Puis tu sais, quand tu fais cet exercice, au début c'est un peu flou ton pourquoi. Et avec le temps, tu l'affines. Et justement, en aidant les gens autour de moi à comprendre l'investissement et tout, je commence à comprendre qu'il y a un truc qui fait sens, à trouver une direction. Puis quand Christopher Mangan, mon associé actuel, m'approche parce qu'il se rappelait de moi, on s'était rencontrés 2 ans avant pour me proposer, déjà me demander conseil en crypto. Je dis ouais, peut-être un truc parce que ce mec, je l'admirais énormément par rapport à ce qu'il faisait. Je me disais, faut qu'on se rencontre. Ouais, j'aime beaucoup Chris. Ouais. Et quand il me dit juste un peu plus tard, mec, il y a un vrai besoin dans ma communauté, faut qu'on lance une formation crypto, mes membres ils en ont besoin. Et là, je dis ah putain, ça y est, les étoiles s'alignent, il y a une direction, ça fait sens, c'est aligné avec mon pourquoi, c'est bon, je commence à comprendre ma direction. Puis dès que tu mets en place les choses, dès que tu vois l'impact que tu as sur les gens, tout se met sur des rails et après genre t'es jamais à court de motivation. C'est facile. Voilà. Et tout est facile et puis tu sens que ça te fait vibrer au plus profond intérieurement, quoi. Il y a rien de plus puissant que de sentir l'impact que tu as sur les autres, de toute façon. C'est complètement d'accord. Nous avec Kevin, c'est ça, hein. C'est aujourd'hui on a vraiment senti notre pourquoi en fait avec One Ambition. C'est vraiment aider à impacter les gens, qu'on peut croire en ses rêves. Ça veut pas dire que ça va être facile, mais on peut tous y arriver. Est-ce que vous l'avez formulé le pourquoi déjà, One Ambition? Nous le podcast c'est on va dire One Ambition, c'est le podcast qui remet l'humain au centre de l'histoire, mais derrière c'est vraiment aider les gens à leur faire comprendre que on peut tous y arriver. Moi, c'est vraiment ça qui. Ok. Et je sais pas comment encore bien le formuler. C'est peut-être pas encore assez. Donc ça, c'est le comment.
les aider à comprendre que tu peux y arriver et le pourquoi au fond. Mais parce que moi, Quelle est l'émotion, l'état que tu veux leur faire atteindre? Est-ce que c'est la confiance en soi, l'épanouissement? mais pour moi, c'est un ensemble. Pour moi, enfin, j'ai du mal à le formuler sur une seule phrase. Ok. J'ai du mal à le formuler sur une seule phrase parce que c'est tellement. Quand je parle de One Ambition, je pourrais en parler pendant des heures si tu veux. Ça pourrait devenir mon propre podcast là où je parle de moi-même. Tu vois, c'est quelque chose qui m'anime profondément. Okay. C'est vraiment que les gens retrouvent leur confiance en eux parce que je sais ce que c'est que de perdre la confiance, le rejet et tout ça. Et je veux vraiment leur faire comprendre que ta faiblesse peut devenir une véritable force. Ça, voilà. Exactement. Je sais pas si ça répond à ta question. Mais je vois bien ce que tu veux dire. C'est un truc pour moi fait sens de se dire que justement quand t'es rejeté par exemple à tout âge, on te reproche des choses. Et bien souvent ce qu'on te reproche c'est tes forces en fait. Ouais. Qui dérangent parce qu'elles sont différentes. Donc faut être conscient que tes défauts sont tes qualités et qu'il faut insister dessus, en faire une force. Et si on te reproche quelque part, c'est que t'es pas dans un bon environnement en fait. Oui, complètement. Donc si tu te sens pas bien où t'es, bouge, va là où tu te sens bien, où les gens sont dans le même esprit que toi. C'est ça. Même état d'esprit que toi, et c'est là où tu vas te sentir épanoui et tu vas pouvoir justement fleurir pleinement autour de qui t'es vraiment en fait. Ouais, mais c'est ça. Et aujourd'hui, moi, je m'en rends compte. On en parlait tout à l'heure dans la voiture avec Aurélie et puis Kevin. C'est que tu vois, ma maladie aujourd'hui. Je le dis toujours. Je crois que même si demain tu me proposes un traitement parce que c'est une maladie incurable, je crois que si demain tu me proposes un traitement, je suis même pas sûr en fait que j'en voudrais. Parce qu'en fait, c'est devenu tellement ancré en moi, c'est mon identité, c'est ce qui a fait que c'est moi aujourd'hui. Et en fait, je sais même pas si j'aurais envie de la soigner. Je pense pas en fait. Après, le fait de le soigner, ça peut être aussi part de ton storytelling et de ton process. Ouais, mais en fait, si tu veux, ça fait partie intégrante de ma vie. Je dis toujours que mes plus grands rêves, c'était de construire une famille. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai 2 enfants. Moi, je dis toujours, aujourd'hui, j'ai réussi ma vie. Et en fait, maintenant, tout ce que je fais à côté, c'est que du bonus, c'est que du plus. Tu vois, et en fait, tout ce que je peux apporter aux gens à travers le podcast, à travers les réels, à travers tout, même faire des events, etc. Et ben, c'est que du plus. Et c'est à mon humble niveau me dire, voilà, j'ai réussi. En fait, vous pouvez tous y arriver. C'est pas. Et c'est important parce que dans ce que tu dis, il y a jamais un moment où tu cites l'argent. Non. Et je voudrais insister sur un point. Moi, pourquoi j'ai échoué mes 2 premiers e-commerce, parce que la motivation première c'était l'argent. Et ça m'animait pas en fait. Et quand tu fais un projet pour l'argent, quel que soit le projet, même si tu te dis je vais être coach parce que les coachs ils gagnent bien leur vie. Ouais. Mais si t'es pas fait pour ça, faut pas que tu fasses ça en fait. C'est ça. Parce que si tu as un projet, que tu fasses de l'argent, que t'en fasses pas, à un moment donné tu vas abandonner parce que t'aimes pas ce que tu fais. Ça te stresse, ça t'angoisse. Alors si la motivation première c'est le pourquoi, tu commences par là. Au moins tu détermines quelle est ta direction et après indirectement en fait t'as une conséquence qui est gagner de l'argent. Mais c'est le projet qui fait l'argent et pas l'inverse. C'est ce que souvent les gens les gens disent. Mais il faut du temps. Nous aussi, hein, on a essayé plein de choses dans e-commerce et tout ça. Ça marche pas. Tu galères. Mais parce que tu veux faire de l'argent pour tes projets. Mais finalement, ce qui nous anime le plus, c'est ça. C'est là, l'être tout de suite, discuter avec toi. Et c'est pas forcément faire de l'argent pour faire de l'argent. Exactement. Donc, si t'avais pas suivi ce chemin, tu penses que t'aurais fait quoi? C'est une bonne question. Parce que là, aujourd'hui, en fait, maintenant, on te connaît beaucoup à travers la crypto-monnaie, mais t'as parlé d'architecture. Tu penses que t'aurais persévéré là-dedans ou pas? Je pense que j'aurais fait plus de promotion immobilière ce que j'étais parti pour. Ok. Et il y a quelques trucs marrants. Tu vois, typiquement, au début, quand je regardais Chris sur YouTube, mon associé, en 2017-2018, je me disais, putain, c'est chouette ce qu'il fait. Peut-être qu'un jour, on fera une formation, devenir maître d'œuvre en bâtiment ensemble. Ok. Je te jure, je m'étais dit ça un jour. Ouais. Alors que j'aimais plus trop spécialement faire de l'architecture déjà. Je pense que j'aurais fait la promotion parce que j'aime toujours autant le faire. C'est pour ça que j'ai fait des villas à Bali. C'est pour ça que j'aimerais toujours en faire encore. Mais je pense qu'en fait, ce qui aurait vraiment déterminé qui je serais devenu, c'est où est-ce que j'aurais vécu. Ah ouais. L'environnement, pour moi, il forge à 90% qui tu deviens. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Parce que je vois, tu sais, à Bali, par exemple, moi, ça fait 9 ans que j'habite. J'étais en 2016 et maintenant, ça fait 5 ans plein temps. J'ai vu des gens arriver que j'aurais jamais pensé voir venir vivre à Bali. Ah ouais. Des amis, des connaissances de France, tu vois. D'accord. Qui sont arrivés en tant que salariés. On leur proposait un job à Bali, bien payé, parce qu'il fallait développer en Indonésie. Puis au bout de 6 mois, ils ont drop et puis ils ont lancé leur projet. Ah ouais. Pourquoi? Parce qu'ils sont entourés d'entrepreneurs. Ils voient tout le monde libre autour d'eux, ils disent c'est pas possible que moi je sois salarié ici, tu vois. C'est ça en fait. Bah ouais. Donc en fait, ton environnement fait qui tu deviens. Et tu sais, on dit que c'est les 5 personnes qui t'entourent qui font qui tu deviens. N'oubliez pas votre partenaire de vie, hein, votre femme ou votre mari, c'est le plus important de tous. C'est clair. Et surtout, soyez sélectifs et entourez-vous des gens qui sont sur le même objectif que vous, ou celui que vous suivez, ou qui ont atteint ce que vous espérez atteindre, parce que il y a que comme ça en fait que vous allez arriver
à passer les obstacles et à aller quelque part qui vous anime, quoi. Bah, en fait, complètement. Et c'est ce que je dis souvent dans les podcasts, c'est que aujourd'hui, même si t'as pas la capacité de déménager, parce qu'après, faut faire un gap. Moi, je sais que tu as marié 2 enfants. Là, tout de suite déménager, je dis pas que c'est impossible. Ouais. Bien sûr que c'est possible. Je me sentirais pas de le faire, mais ça, c'est mon choix personnel et avec ma femme. Mais par contre, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, en fait, tu peux virtuellement t'entourer déjà de gens, en fait, maintenant, plutôt il y a que de YouTube. scroller de trucs de... J'envie merde. les gars qui ont 20 ans, 25 ans aujourd'hui parce que c'est des planètes. Ils avaient YouTube à 10 ans. Ils ont appris le e-com, l'intelligence financière à 10, 12 ans sur YouTube. C'est ça. Ils arrivent à 25 ans, ils font un M par mois de CA avec leur business. Et toi, t'es là, t'as 40 ans, tu te dis, c'est quoi le délire? C'est quoi ce truc? Et en fait, en fait, ça me choque plus maintenant parce que tous ces petits gars, ils sont à Dubaï. Et c'est pour ça qu'ils ont explosé aussi. Ça peut paraître, tu sais, Dubaï, c'est très cliché pour beaucoup. Ouais. Pour les entrepreneurs, quand t'es là-bas, tu comprends. Tu vois l'énergie, tu vois que tout le monde est drivé par quelque chose, donc forcément, il y a une synergie quand t'es dans cet environnement et que t'es obligé de faire minimum 10 000 par mois déjà pour vivre et qu'autour de toi, tout le monde fait 200, 300, 500, 1 million net par mois avec son business. Tu te dis, c'est pas possible. Bah non, mais tu te dis, mais moi aussi, en fait, il y a aucune raison que je sois sur le carreau. Donc, les gens se bougent. Moi aussi, je veux bouffer ma part du gâteau. Bah oui. Mais c'est obligé, en fait. Bah oui. Mais de toute façon, on le dit. Enfin, comme tu disais, on est la moyenne des 5 personnes. Mais si t'es entouré de 5 sportifs, tu seras le 6e sportif. Et si t'es entouré de 5 alcooliques, bah, tu seras le 6e alcoolique. Exactement. Mais si t'es entouré de 5 millionnaires, et bah, tu seras le 6e millionnaire. Exactement. Et t'es un peu le mouton noir tant que t'as pas trouvé tes semblables. C'était le problème que j'avais avec mes amis. Je les aime plus que tous mes amis. On se voit encore aujourd'hui quand je passe en France et il y a absolument aucune friction. On s'adore, tu vois. J'ai même embauché mon meilleur ami. Ah ouais. Mais quand j'étais ado, j'en ai souffert de fait d'être différent et de peut-être de pas trouver de similitude avec ton groupe. Mais moi, je l'ai vécu aussi trop longtemps, ça. Tu te sens pas aligné. Tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais. T'es pas comme tout le monde. Ouais. Et puis quand tu as envie de parler de tes ambitions, tu saoules les autres, quoi. Bah, tu saoules et puis en fait, ça paraît lunaire. Là, la preuve, là, je veux dire, t'es en train de parler de, voilà, des personnes qui gagnent 100, 200, 500 K, 1 million. Enfin, pour le commun des mortels en France. C'est dur à concevoir. Tant que tu l'as pas vu ou vécu, c'est dur à concevoir. Mais oui, mais parce qu'un salarié, aujourd'hui, un salaire moyen, c'est quoi? C'est, 1008, 2000, 2002, tu sais, tu vas dire, attends, déjà, t'atteins 2005, 2000, 3000, putain, t'es déjà bien payé, etc. Après, avec le train de vie qu'on a en France. Et après, tu rencontres des gens. Moi, le fait de parler avec toi, le fait de parler avec d'autres personnes et tout ça. Et puis, tu sens que c'est fluide, c'est naturel. Et tu dis, ah ouais, en fait, c'est possible. Ouais, et puis t'as les zones où c'est pas tabou du tout d'en parler, hein. Moi, j'ai jamais eu de tabou par rapport à ça. En fait, je considère que, tu sais, parler des chiffres, en fait, ça aide les gens à concevoir quelque chose. Oui, c'est ça. Je vois pas le concept d'être pudique autour de... Et puis en plus de ça, enfin, je veux dire, je trouve ça toujours stupide d'avoir ce tabou de l'argent parce que, enfin, demain, peu importe ce que tu gagnes, en fait, c'est pas mon argent, c'est la tienne. Donc en fait, qu'est-ce que ça peut foutre en fait? Et au contraire, plutôt se dire, non, il dit des conneries, c'est pas possible. Putain, mais inspire-toi. S'il te dit qu'il fait ça, enfin, il y a un moment donné, peut-être que c'est possible quand même. Et se casser des croyances limitantes dans tout ce que tu fais, tu vois, il y a des, par exemple, il y a, je sais plus si c'est il y a 2 ou 3 ans, il y a 2 ans. Pour réussir en crypto, si tu veux, pendant 2 ans, on avait juste présenté réussir en crypto à la communauté de Christopher. Sur sa communauté organique, il avait déjà collecté au fil des années, etc. Puis à un moment donné, on se dit bon, c'est quand même con de rester dans cet écosystème fermé, faut qu'on soit visible, quoi. Et puis Christopher était très occupé avec tous ces grands projets. J'ai dit bah je vais me former, t'inquiète pas, et je vais faire en sorte qu'on soit visible et qu'on fasse grossir réussir en crypto. Donc je me paye un mastermind à Dubaï, coûte 18 000 € pour 3 jours. Mais c'était le meilleur investissement de ma vie. Bah oui. Comme tous les autres que je me suis payé avant, tu vois. C'est ça. Parce que quand j'ai rencontré Chris en Colombie, j'avais payé 4 500 plus le billet d'avion pour rencontrer Chris, justement, dans ce mastermind, tu vois, en Colombie. Et tu vois, ça vous déporte finalement. Et donc, le mastermind à Dubaï, je me retrouve assis. À côté de moi, il y a Iman Gadzhi, il y a Mike Thurston, il y a Razvan, il y a, j'ai oublié son nom, bref, il y a tous les gros blazes anglophones de l'infopreneuriat. Ouais. Et moi, je suis le petit là qui fait pas de chiffres. Et tout le monde fait minimum 200 canettes par mois autour de moi. Et tu te dis, what the fuck. Et là, je me dis, merde, il faut vraiment que je step up. Ah bah, tu m'étonnes. Ouais. Et du coup, je suis même le seul à poser 50 questions, tu vois, chaque fois qu'un mec intervient, parce que je veux vraiment lever mes doutes, comprendre ce que je comprends pas, savoir où je dois aller. Et ça, c'est vital si tu veux passer à un step supérieur. T'es obligé de t'entourer des gens qui sont là où tu veux être ou qui savent comment passer à l'étape supérieure. T'investis sur toi, tu mets les moyens, même si faut faire un crédit pour le faire. Parce que c'est le seul moyen d'accélérer, quoi. C'est le meilleur. Mais quand on dit l'investissement sur soi, c'est le meilleur qui puisse être, c'est juste incroyable. Et tu vois, donc je fais ce mastermind. Après, je bosse comme un malade pendant 3 mois pour mettre en place tout ce qui était process d'acquisition, les équipes, etc. Les coachs, tu vois, on a musclé l'équipe, on investit. Et au final, bah en 2024, il y a 2500 membres qui nous rejoignent. Ouais, moi quand je suis rentré, C'était ouf.
Moi, quand je suis rentré, c'était juste après le Zénith à Paris. Ouais. On Ouais, était mais c'était le combien? tout début. On Bah, était- c'est simple, avec Chris, on lance. En 4 jours, il y a 800 personnes qui nous rejoignent. Ah bah oui. Parce- T'imagines? Non mais, Mais même nous, on était bluffés. bah oui, mais On pensait qu'il allait y avoir 200 personnes, tu vois. alors la version maintenant publique, c'est que on part à 4, on était 4 potes et tout ça, et à un moment donné, quand tu arrives sur scène et que tu dis qui a déjà investi en crypto, il y en a qui lèvent la main, et là, les 4 potes, on se regarde, on fait. Les mecs, on a loupé quelque chose, quoi. Ouais. C'est pas possible. Attends, pourquoi il y a autant de monde qui ont investi en crypto et nous, on n'est pas dans le game? Ouais, Tu vois, c'est un peu comme tu dis, tu sais, tu dis c'est pas possible que eux, ils y soient Ouais. et que nous, on n'y soit pas. Et ben, Surtout franchement. là, parce qu'il y avait 4200 personnes aux Zénith de Paris, c'était pareil, hein. Ouais, c'est ça. Et il y avait plus de la moitié des personnes qui lèvent la main. Et là, tu te dis, non, c'est pas possible. Moi, j'ai loupé une coche. Ouais. Donc, c'est mort. Je crois qu'on est rentré. T'as envoyé la formation. Bah, du coup, on l'a prise dans la foulée. Ouais. Et on était mais je crois qu'au début, ouais, on était un truc 800 comme ça. sur le 4 jours de lancement. Et en fait, on n'a pas fait de publicité pendant 2 ans, hein. On Non, a bah non. fait des lives ponctuels tous les 3-4 mois. Ouais. Au Zénith, il y a 250 personnes de plus qui nous rejoignent. Et Ok. après, on a fait, je sais pas, 3-4 lives, il y a eu 150, puis 100, puis 50 personnes. Et puis en fait, tu sais, la difficulté avec notre marché, c'est que l'intérêt, il est cyclique comme le marché crypto. Ouais, C'est-à-dire ouais. que les gens ne s'intéressent aux crypto que quand c'est trop tard. C'est ça. Que quand les altcoins sont comme ça. Bah, bien sûr. Et nous, on se tue à la tâche pendant tout le reste du cycle pour dire à tout le monde, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. On saoule les gens Bah, après, moi, avec je nos sais pubs, que, ouais. mais en même temps, c'est le moment, tu vois. Ouais. Et en fait, bah, il y a des phases où il y a personne. Par exemple, on a eu personne de janvier à juin, Ok. quasiment. Ok. Et puis dès que les altcoins bougent un peu, les gens se réveillent un petit peu. Alors que en novembre, décembre, janvier, il y avait 500 membres par mois qui rentraient dans la version crypto. 500. 500 par Là, mois. aujourd'hui, on est combien? On est 5400. Putain, quand même. Donc en fait, t'as des phases où t'as personne pendant 8 mois et t'en as 1500 qui arrivent sur 3 mois. Ouais, mais c'est un peu l'objet qui brille, quoi. Mais c'est une certaine cyclicité que enfin, nous, on l'a subi entre guillemets, mais en même temps, enfin, je veux dire, En novembre, qu'est-ce il s'est passé quoi en novembre, bah, décembre? il y a des alts qui faisaient un rebond. Ok. Ah ouais. Donc il y avait des alts qui faisaient un bon mouvement en mars 2024, des alts qui faisaient un rebond en novembre-décembre 2024. Ok. Depuis, elles ont rien fait. Ok. Elles sont en consolidation. Ouais. Normalement, ça va repartir très très fort sur la rentrée. Ouais. Donc là, on sait pertinemment que les gens vont arriver, mais là, t'as le dilemme de dire bon, putain, on fait C'est quoi? trop tard. Est-ce que on les prend dans l'accompagnement, et du coup, ça nous permet d'éviter qu'ils aillent se faire scammer ailleurs, ou est-ce qu'on leur dit juste, bah attendez, peut-être un bear market? Ah bah ouais, parce que là. En vrai, on a déjà réfléchi à la question. On Bah sait ouais, qu'on va ouais. devoir les prendre avec nous parce que sinon, c'est ce qui va se passer. Ils vont aller voir tous les scammers qu'il y a sur Instagram, sur Telegram. Ouais, et puis les mecs qui Ils vont disent se faire que c'est défoncer. facile. Ouais. Ils vont acheter n'importe quoi au sommet, puis ils vont se prendre moins 90% tout de suite. C'est ça. Et bon, la mission, c'est aussi de les éviter. Enfin, leur Ah éviter de bah faire ça, quoi. clairement. Bah enfin, je veux dire, moi, je les suis les accompagnements, donc je sais, pour le coup, je sais de quoi tu parles. Mais tu te souviens quand même des moments où t'as eu des gros moments de doute, même par exemple, si on parle de la formation crypto, où tout ça, tu te dis, waouh. Entrepreneurial ou sur le marché? Bah, on va dire là plutôt entrepreneurial, humain, parce que moi je me rappelle de certaines périodes il y a quelques mois en arrière. Ouais. On va pas. Mais on peut en parler. Moi, enfin, Je me souviens que ça a été un peu compliqué ma quand on faisait les psychologie lives. à moi, par exemple, sur mon portefeuille, je suis resté zen. Alors je vais tout pas le cycle. parler plutôt de la psychologie. Ouais, on va mais dire justement, marché. je voulais faire pardon. parallèle. D'accord, vas-y, je t'en prie. Je suis resté zen tout le cycle, donc si tu veux, sans le fait d'avoir le poids de 5000 personnes sur mes épaules qui comptent Ouais. sur moi, ça aurait glissé tout seul. Ok. Ce qui a été difficile pour moi sur le début d'année, c'est que le marché nous a rendu un peu la vie difficile. Du coup, il y a beaucoup de gens qui stressent. Et en fait, moi, je suis très empathique et quand je vois que mes membres ils sont pas à l'aise, c'est que ils ont pas déjà équilibré leur portefeuille comme il fallait. Donc, il y a peut-être un truc qu'on a mal fait sur la pédagogie, même si je pense qu'on a assez insisté sur le fait que fallait avoir au moins 30% en BTC, etc. Donc, tu vois plein de gens qui stressent. T'as les gens qui sont pas bien parce qu'ils ont pris des risques démesurés, donc ils se retrouvent en négatif, etc. Et puis forcément, t'arrives à tenir tout le monde en disant, vous inquiétez pas, c'est un cycle, c'est un process, tout va bien se passer, ça va remonter. Mais dès qu'il y en a un qui craque, ça fait domino day. Ah ben c'est ça, ouais. Tous ceux qui devaient craquer, ils craquent. Et Oui, d'un coup, t'as 5-10% de la communauté qui te tombe dessus et tu passes du génie à l'escroc, tu vois. Et bon, bah forcément, ça pèse. Puis j'ai ça, puis en même temps, j'ai mon compte Facebook Ads qui se fait bannir, sachant qu'on dépensait 400 000 € par mois en publicité à ce moment-là. 400 000 par mois? Ouais. D'accord. Donc on passe de un chiffre intéressant à 0. Ok. Ça va pas avec ma copine à ce moment-là. Ouais. Rupture 2 mois après cette relation. Ok. Donc tout d'un coup, tu vois. Ouais. Genre bim bam bam bam. À un moment donné, tu sais, moi j'ai une grosse résistance. J'ai une grosse endurance. J'absorbe beaucoup de coups avant de prendre. Mais en fait, le subconscient, à un moment donné, il te rattrape. Ouais, bah, et même si t'enfouis plein de choses et que ça glisse dessus, ça reste zen. Et à un moment donné, ton corps il lâche. Et moi, j'ai fait un burn-out parce que mon subconscient a dit c'est bon, c'est trop.
Le 50% de stress communauté plus 50% de stress ma copine. Je suis tombé malade, j'ai perdu ma voix et j'ai dit c'est plus possible. Donc première chose que j'ai fait, j'ai quitté ma copine. Ok. J'ai dit je suis désolé, enfin j'y arrivais pas quoi. Ça collait pas. C'est 6 ans et demi, ça collait pas. Voilà. Et après il a fallu le temps que Te reconstruire. voilà, je me Ça, c'était reconstruise. au début d'année. C'était en début 2025. Tout le monde s'apaise aussi, qu'on communique bien comme il faut. Quelques mois pour me remettre et voilà, maintenant ça va super. Ouais. Mais t'as forcément des phases dans ton parcours entrepreneurial où ta psychologie, elle va te jouer des tours. Ah bah, ça c'est peut être clair. sous plein de formes différentes, tu vois. Et de ça, tu l'as géré comment sur le moment? Je veux dire, tu t'es écouté au niveau de ton corps? Alors déjà, il y a Est-ce un truc, c'est que quand t'arrives à cette phase-là, t'as plus d'énergie à rien. C'est-à-dire que Ça m'étonne pas. tu dors 12 heures par nuit, puis tu refais 3 heures de sieste dans l'après-midi, tu vois. Et il y a des phases où tu sens que si t'as pas le sport déjà pour te tenir, Pour évacuer, ouais. tu peux te laisser croupir, quoi. Ouais. Donc moi, le sport, c'était vital tous les matins. L'hygiène de vie, elle est restée. S'entourer et puis C'était quoi? C'était les potes? C'était la famille? ouais, les potes, parce que c'est à Bali, ma famille est un peu loin. S'entourer, et moi je suis quelqu'un d'extrêmement cognitif et d'analytique, c'est-à-dire quand il y a un problème, je vais creuser le sujet jusqu'au fond du fond. Ok. Et ChatGPT m'a beaucoup aidé. Bah ça, c'est notre ami, hein. Mais c'est mon psychologue depuis début 2025. Ok. Et m'a beaucoup aidé. C'est vrai? Ouais, vraiment. Et ça t'a vraiment aidé à te Bah ouais, reconstruire? parce qu'en fait tu comprends plein de choses, tu mets le doigt sur des traumas, des trucs que tu t'avais T'as pas compris capté. quoi par rapport à ça? Enfin, si tu peux en parler, hein. En fait, si tu veux, ça m'a beaucoup aidé sur autant sur la partie entrepreneuriale, si tu veux, je savais où j'allais, je savais que j'étais droit, mes valeurs sont là, on fait du bon travail, on accompagne les membres du mieux qu'on peut. Donc là, si tu veux, j'avais pas trop de doute, y a pas de problème. Je sais juste Ouais. que c'est la psychologie de marché, c'est comme ça. Ouais. Donc si tu veux, je blâmais personne. Les membres qui étaient pas bien dans leur pompe par rapport à un moment de marché, je le comprenais à 1000% parce que je l'ai vécu les 2 cycles d'avant. Ouais. Donc y a pas de problème. C'était surtout la partie relationnelle en fait, Ok. qui m'a trop pesé et qui a fait que Relation amoureuse? que j'ai craqué. Ok. Et donc c'est sur ça que j'ai bossé à mort. D'accord. Sur comprendre toute la culpabilité que je ressentais par rapport à cette relation. J'avais le sens d'échouer, tu vois. Ouais. Mais en fait, on n'était pas compatibles depuis le début et j'essayais de maintenir le truc à faire flot. marcher le truc, tu vois. Ouais. Et de comprendre ce qu'elle allait pas, qui j'étais, de quoi j'avais besoin, qui elle était. Et si tu veux, le fait de vraiment mettre le doigt sur la psychologie, les choses que t'as pas compris, tes traumas, comment tu fonctionnes, pourquoi l'autre personne ça marche pas, le fait que tu peux pas sauver tout le monde, C'est compliqué, ça, hein. déculpabiliser, ouais. Et ben en fait, ça t'aide à passer là, quoi. De C'est parler avec compliqué, quelqu'un. ça, ce côté, tu peux pas sauver tout le monde parce que, en plus, quand c'est tes proches, t'as toujours envie de les aider. Ouais. Mais tu te rends compte qu'ils ont besoin de passer par leur propre chemin. Exact. Comme toi, tu passes par le tien, en fait. Ouais. Et puis en fait, tu penses, comment dire, tu penses que toi tu peux le faire, que toi tu peux les sauver, et tu penses aussi que si ça ne marche pas, c'est de ta faute. Oui. Tu vois, que si l'autre personne n'est pas bien, parce que t'en mets plein les dents évidemment, toute la culpabilité là, que tu as, tu te dis ouais, c'est moi qui ai un problème, je fais mal la chose, la relation ne va pas à cause de moi. Moi je me responsabilise toujours dans tout ce que je fais, tu vois. Ouais, bien Et sûr. même si je sais qu'elle a des torts, je vais me dire tout est de ma faute, donc je vais essayer de bosser dessus. Et en fait, faut lâcher du lest à ce niveau-là, quoi. Il y a un moment donné, tu te dis tu peux pas sauver quelqu'un qui veut pas se sauver lui-même. C'est ça. Tu peux pas gravir le mur à sa place, hein. Non. Si elle y arrive pas et qu'elle a pas envie de le faire, tu peux pas le faire à sa Non. place. Et aujourd'hui, tu arrives à t'autoriser un petit peu à ralentir, même que ce Ouais. soit entrepreneur, même relation amicale, amoureuse, etc. De se dire, là, je ralentis, je prends plus de temps pour moi. Si je sens que t'arrives à sentir les signaux d'alerte un peu. Oui, j'étais obligé de le faire de toute façon. Parce que dans l'entrepreneuriat, t'as des sprints en fait. Ouais. T'as des phases où tu vas être Focus. 3 à 6 mois la tête dans le guidon pour sortir un gros truc. Par exemple, juste avant de partir en vacances cet été, j'étais 6 semaines jour et nuit sur des scripts de la V2 de Réussir en crypto pour sortir un gros module. Et je finissais à 3h du mat tous les jours parce que je me suis dit, allez, j'ai ma deadline, faut qu'au 15 juillet, j'ai fini ce gros bloc. Okay. Et après seulement, je prends du lest. Et je pense que c'est bien de fonctionner comme ça. Par période de sprint. Ça fait du bien. Ouais. Parce que si t'as pas de deadline, t'arrives pas à aller au bout de ce que tu veux. Oui, c'est ça. Oui, tu dis un jour je le ferai et puis finalement, tu le fais jamais, quoi. J'estime que jusque-là, j'avais toujours un rythme plus constant dans le sens où j'étais très linéaire, c'est-à-dire que je bossais dur tout le temps. Okay. Quand j'avais besoin, je prenais 4 jours. Ok. Et là, c'était plutôt le relationnel. Quand il te met un coup, généralement, tu peux plus faire grand-chose. Ouais, tu m'étonnes. Donc, prends le temps, vois les copains, va en vacances, stabilise ton émotionnel, et après ça, t'auras l'énergie de reconstruire dessus, tu vois. Cool. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi une petite victoire qui est peut-être pas forcément instagrammable, mais dont t'es vraiment fier de toi, que t'as vraiment travaillé, que t'as vraiment passé un step? Est-ce qu'il y a quelque chose? Moi, ma vraie victoire, c'est la communauté, en vrai.
C'est les c'est membres une sur belle crypto. commu, ouais. C'est Ouais. une belle commu quand même. C'est ce que j'apprécie, c'est de me dire tous les jours, et on se le disait avec Ben tout à l'heure, c'est chouette d'avoir une communauté bienveillante, tu sais, qui suit les Grave. valeurs qu'on a voulu inculquer dès le début. La Oui, bienveillance, l'entraide, mais le ça a respect. toujours été. Alors pour le coup, pour le vivre de l'intérieur, parce que pour le coup, je sais pas si tu te rappelles, on avait fait ensemble deux one-to-one, de coaching en one-to-one. À l'époque, tu avais fait des Je les avais offerts, ouais. comment que ça s'appelait, tu sais, quand tu faisais des analyses fondamentales, tu disais tiens, il y en a qui font des analyses fondamentales et j'avais Et je te coach après, ouais. et tu m'avais coaché et c'est vrai que il y a toujours eu cette bienveillance et après, il y a toujours des gens qui sont peut-être un peu moins. Il y a tous les profils. Il y a quand même des gens qui sont différents, qui ont des besoins différents et qui. Mais se gèrent la un peu moins. majorité, je trouve qu'elle est quand même pas mal. Ouais. Et puis, moi, je suis rentré à un moment où le marché venait de se casser la tronche. Donc après, pour moi, ça a été pendant 3 ans. C'est long, mais tu le sais que tu es en accumulation. Ouais. Là, c'est sûr que quand tu commences à rentrer maintenant, tu dis merde, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est un peu compliqué, quoi. Ouais, mais bon. C'est le marché qui veut ça. Toutes les personnes qui sont arrivées peut-être à un mauvais timing, quand elles auront assez de recul dans un an. Dans 10 ans, même avant ça. Ouais. Elles vont se dire, ah ouais, en fait, finalement, la volatilité à court terme, c'était pas grand chose. Il fallait juste dézoomer, quoi. C'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, tu te sens aligné avec tout ce que tu fais vraiment? Ah ouais, pleinement. Ouais. Bah, réussir en crypto, ça fait 4 ans. Ok. Les boîtes avant, elles ont duré 1 an, 1 an et demi, tu vois. Donc, tu vois la Ça différence. fait déjà 4 ans? Bah ouais. Ouais, donc c'est vraiment. Ça fait 4 ans et comme je te disais, tant que le pourquoi il est là et qu'il est clair, en fait, tu ne vas pas faire autre chose. Ouais. Et en fait, des fois, j'y pense, je me dis, putain, si j'arrête de réussir en crypto, je fais quoi? Parce que faire un projet immobilier, c'est sympa, mais. Temporaire. Mais en fait, je me sentirais vide, tu vois. C'est vrai? Bah ouais. C'est quoi? C'est la communauté? C'est le fait de construire? Bah, c'est le fait de. J'ai plus le verbe que je cherche, mais en fait, d'apporter quelque chose d'important à une communauté et d'aider le monde à avancer dans une direction qui t'est chère, quoi. Ouais. Bah, de contribuer. Ouais, c'est ça, ouais, c'est contribuer en fait à la réussite des gens. Et aujourd'hui, tu as encore des doutes quand même quand tu fais des choses ou même sur l'entrepreneuriat, sur même dans ta vie perso, te dire putain, est-ce que Bah, t'as des doutes sur en fait, quand tu entreprends, tu sais jamais ce que l'avenir te réserve. Ouais. Par contre, ce que je peux dire à tout le monde pour se rassurer, c'est que généralement, c'est mieux que ce qu'on avait imaginé, ce qu'on arrive à construire. Moi, personnellement, la vie que j'ai aujourd'hui, elle est au-delà de mes espérances, ce que j'avais planifié. Même pas tu l'avais imaginé en fait. Non, pas comme ça. Et financièrement, elle est différente, elle est mieux, mais surtout en termes d'épanouissement, il y a un vrai bloc que j'avais pas imaginé avant, tu vois. J'estime que j'ai fait le chemin que je devais faire avec les embûches qu'il devait y avoir. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et c'est pour ça que je suis épanoui maintenant, tu vois. Ouais, donc cool. Et tu te vois où dans 3, 5 ans, 10 ans? T'arrives à t'imaginer? J'ai pas trop réfléchi récemment, en fait. C'est vrai? Non, j'ai pas trop réfléchi parce que si tu veux, mon objectif, ma vision, elle était déjà, faut emmener tout le monde à la fin de ce cycle. Ouais. Réussir à faire ce multiple sur le cycle en cours. Ma vraie deadline, elle est là. Ensuite, je verrai mes objectifs suivants, mais si tu veux, j'ai pas envie de me distraire de cet objectif qui est le primaire avant d'y arriver. Pour l'instant, t'es trop focus encore là-dessus pour imaginer. Ouais, j'ai peur d'imaginer, mais tu vois, il y a des projets que j'ai commencé à mûrir et finalement, je dis non, on verra ça plus tard. Ouais, donc pour l'instant, pas de projet même un peu fou, on va dire entre guillemets dans un coin de ta tête que t'as envie de développer. Je sais déjà ce que je ferai de mes profits crypto, par exemple. J'ai une partie des profits crypto, je sais que je ferai des belles villas à Bali, je sais que je me ferai kiffer sur certains sujets, je ferai des beaux cadeaux à mes proches, etc. Mais sur la partie entrepreneuriale, en vrai, pour moi, le vif du sujet maintenant, c'est consolider la communauté. Ok. Voilà, c'est faire en sorte que tout le monde se sente bien, tout le monde aille au bout de ce cycle. Et après, on reverra nos objectifs ensemble, tu vois. Bon, ok, on a tous réalisé un beau multiple, qu'est-ce qu'on fait tous de nos profits ensemble? Okay. Et là, il y aura des projets qui seront pour la communauté. Ouais. Un projet groupé à Bali, tu vois, des trucs comme ça. Ça ferait... Ouais, ça ferait sens, hein. Bah, t'en avais déjà parlé en plus. Ouais, j'en ai parlé, mais tu vois, récemment, il y avait des trucs qui auraient pu le faire. Et en fait, j'ai senti que ça allait me distraire. Ok. Ou c'était pas vraiment assez rentable, les projets immobiliers, pour se plonger dedans maintenant. Je dis, c'est pas grave. Et t'as un objectif d'atteindre un certain nombre dans la communauté ou pas forcément? Franchement, en fait, je vois le chiffre 10 000 personnes parce que c'est un chiffre rond, tu vois. Mais j'ai pas trop de deadline pour aller chercher parce que, comme je te dis, l'intérêt pour la crypto, il est parallèle avec ce que fait le marché. Donc, il y a des phases, on peut se battre comme des lions avec le marché, il se passera rien. Ouais. J'ai une équipe de killers qui donnent tout. C'est des gens extraordinaires. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Et malgré tous leurs efforts, si le particulier ne s'intéresse pas aux crypto-monnaies, ça ne sera rien, tu vois. Tu sens que le marché quand même évolue de façon très macro sur le fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent. Moi, je le sais, mais c'est marrant parce que il y a beaucoup plus de capitaux, beaucoup plus d'afflux au niveau instit. Okay. On pourrait croire qu'il y a beaucoup plus de monde qui investissent aussi en particulier. Ouais. En réalité, quand je regarde les datas, pas du personne s'y intéresse. C'est vrai? Dans les particuliers, non. C'est quoi ça? Le retail n'est pas là.
De quoi? Le retail n'est pas là. Ah ouais? Non. Tu penses qu'il y a combien en data, il y a combien de la Bah là, population? on est... alors, attends, à cette actuelle... il me semble qu'il y avait... En décembre dernier, en 2024, il y avait 700 millions d'utilisateurs. Si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était 4% de la population. 700 000? 700 millions, attends, je dis pas de bêtises. 8% de la population. Voilà. En France? Dans le monde. Dans le monde? Mm. Ouais, donc c'est vraiment encore... Là, il doit y avoir un peu plus de monde, mais tu vois, si on est à 10-12%, c'est intéressant. Mais en fait, il n'y a pas que le ratio de personnes qui investissent, il y a aussi la quantité de capitaux investis. Bien sûr. Et quand tu as les entreprises publiques et privées comme maintenant qui achètent du BTC ou de l'Ethereum, quand tu as les États qui font des réserves strat, un acteur, c'est pas n'importe quel acteur, tu vois. Ouais, tu m'étonnes, c'est des baleines. Ouais, donc là, c'est vrai que c'est très peu, quoi. On arrive à la fin du podcast. Déjà? Ouais, déjà, ouais. Je vais rester rapide. Je te pose 3 dernières questions. Tu me réponds assez rapidement. Le conseil que tu aurais aimé recevoir à 20 ans, juste avant de te lancer dans tout ça? Fais-toi confiance, parce que t'as pas idée de ce dont t'es capable, et encore une fois, tes défauts sont tes qualités, donc juste, si t'es pas bien là où t'es, change d'endroit. Ça fait sens à la question que je vais te poser juste après. J'allais te dire, si quelqu'un t'écoute là dans une période un peu difficile, quel mot tu veux lui dire? Qu'est-ce que tu veux lui laisser comme message? Ça rebondit la vie est sur la même parsemée de chose. cycles, en fait. Je parle pas que de la crypto. Hein. Non, mais c'est vrai en plus. La vie est parsemée de cycles. Il y a des phases où on est obligé de faire beaucoup d'introspection pour retenter une direction, pour réapprendre, pour réessayer, pour peut-être rééchouer, recommencer. Mais tant que t'essayes pas plein de choses, tu sais pas où tu vas. Donc, Les choses ne sont pas figées en fait. Non, les choses ne sont pas figées. Et puis, il y a des phases où ça ira pas, il y a des phases où ça ira bien, il y a des phases où ça ira extrêmement bien, et des phases où ça ira pas du tout. Et en fait, il y a un certain équilibre qui se crée au fil du temps, et il faut l'accepter. Et même quand tu entreprends, en fait, c'est pas linéaire, quoi. Je veux dire, même si tu connais des périodes où tu fais, je sais pas, 1 million de chiffre d'affaires dans le mois, peut-être que tu peux faire 0 le mois suivant. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut toujours un peu anticiper ces phases-là et pas te mettre à coup de massue quand ça va moins bien, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, c'est vrai que l'entrepreneuriat, par contre, en termes d'émotion, c'est comme la crypto. En fait, l'entrepreneuriat, il faut toujours anticiper à 2-3 ans. C'est-à-dire que si tu te reposes sur tes acquis, c'est le moment où tu vas commencer la pente. Faire descendre la pente. Et du coup, si tu mets rien en place de façon constante, bah, il y a un moment donné où tu vas te retrouver sans rien de nouveau, et du coup, tu vas perdre un peu de traction. Et enfin, dernière question, tu repars avec quoi de cet échange? La bonne humeur, puis l'inspiration. J'imagine ce que toi tu traverses au quotidien aussi. Ouais, mais comme nous tous, hein. Ouais. Je suis pas mieux. Et je trouve ça super admirable justement d'en faire une force et de donner à ta communauté et de créer un mouvement. Et tu vois, comme toujours, on en revient à la même chose. En fait, ta faiblesse, t'en fais une force et elle sert aux autres, quoi. Bah, c'est exactement ça. Merci beaucoup, Quentin. Ça me fait super plaisir. On partagera tes réseaux, les liens vers ta formation. On partagera tout ça à travers la description en dessous du podcast. Trop bien. Merci beaucoup. Passez une bonne journée et à plus. Ciao. Allez, ciao. Voilà, c'est la fin de cet épisode de One Ambition. Si ce témoignage t'a touché, inspiré ou simplement fait réfléchir, n'hésite pas à le partager autour de toi. Peut-être qu'une personne de ton entourage a juste besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Et si tu as aimé le format, tu peux aussi liker, t'abonner ou laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est simple, mais pour nous, c'est ce qui permet au podcast de grandir et à ces histoires humaines de résonner encore plus loin. Merci de faire partie de l'aventure et à très bientôt pour un nouvel épisode de One Ambition.